Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous sur Carré Politique. L'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour se tenir en avril prochain révèle déjà ses premiers challengers. À la suite du duo probable Talon-Talatazime, le parti Foscori pour un Bénin émergent a dévoilé cette semaine ses candidats pour ce challenge électoral. Djemba et Humpé formeront en effet le ticket présidentiel qui tentera de provoquer l'alternance au sommet de l'État au profit des forces Cori pour un Bénin émergent au thème de ces joutes électorales. Pendant ce temps, l'ancien Mayad de la volaille continue d'explorer des pistes au fin d'obtenir un rétablissement dans ses droits qu'il estime violés. Après la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont l'État béninois n'a daigné déférer aux injonctions, Sébastien Germain Adjavon, par l'entremise de son conseil, vient de déférer devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Sa situation a l'effet de faire plier les autorités béninoises. Cette ultime procédure va-t-elle prospérer? La question sera faite à mes chroniqueurs déjà en plateau. Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, Gabin, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Et face à vous, pour le plateau de cette semaine, Josué Mekwanou, bonjour. Bonjour Gabin, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci pour la disponibilité. Je rappelle que c'est votre première sur cette émission. Merci d'être venu par ici. C'est un plaisir. Place à présent au débat, mais ce sera juste après la virgule que voici. Chers confrères, rebonjour. Et comme vous savez si bien le faire, nous allons aborder cette première actualité liée à la saisine du Comité des droits de l'homme par l'Organisation des Nations Unies. Saisine qui a été bien évidemment faite par l'homme d'affaires béninois Sébastien Germain Adjavon. Je vais vous demander dans un premier temps de porter vos notes sur cette actualité. Je commence par vous, Josué Mekwanou. 3 pour Josué Mekwanou. Alphonse Moïsoudé, quelle est votre note? 4 pour Alphonse Moïse Soudé, visiblement. Le chroniqueur de ce matin a porté des notes qui ne sont pas très avancées sur cette actualité. Josué Mekwanou, je vais déjà commencer par vous. Visiblement, on dirait que l'affaire Sébastien Adjavon est en train de prendre une nouvelle tournure avec cette dernière saisie. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est trop dire que de penser que cette affaire une nouvelle tournure parce que en fait la saisine de l'Organisation des Nations Unies par M. Sébastien Germain Adjavon n'avancera en rien le débat qui a été fait juste là, et surtout que on dit que cette saisine-là a été faite dans la perspective de voir ce compatriote-là parvenir à se porter candidat pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Voilà, d'avril prochain. Donc, je pense que c'est surtout à ce niveau-là que, de mon point de vue, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je préfère dire ça comme ça parce que vous n'êtes pas sans savoir que ici, à l'interne au pays, l'homme d'affaires a été condamné pour diverses infractions dans diverses affaires, ce qui d'office l'exclut déjà de la course à la présidentielle d'avril prochain. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas parvenu lui-même à venir se défendre par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Il a plutôt saisi des juridictions internationales, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et puis, dernièrement, l'Organisation des Nations Unies à Printemps. C'est vrai que pour un citoyen qui se sent, je ne sais pas, ou qui se dit brimé ou lésé dans ses droits d'une certaine manière, peut rester devant ces instances-là, ces institutions-là internationales pour réclamer que ses droits ou que sa dignité de personne humaine puisse être rétablie. Mais dans le même temps, il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas parvenu au niveau des juridictions béninoises à entendre l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés, à l'écouter pour savoir quelle est sa part de vérité. Donc, dans ces conditions, vous comprenez pourquoi c'est difficile pour un État, surtout un État qui se veut souverain, de se plier facilement aux injonctions je vais dire, d'un de ses fils, parce que c'est
Non, ce n'est pas Diavo qui a rendu la décision. Non, ce n'est pas lui qui a rendu la décision, mais c'est ses intentions, c'est les intentions qu'il porte. C'est ça, non, c'est ce que demandent aujourd'hui ces institutions-là, ou plus spécifiquement la Cour africaine des droits de l'homme. Ce que demande la Cour africaine des droits de l'homme au Bénin, c'est ce que veut M. Sébastien Germain Adjamon. Donc, vous voyez mal un État se plier de cette manière-là aux injonctions d'une juridiction fut-elle internationale. C'est un long débat de droit. Que cette émission ne nous permettra certainement pas de faire. Mais toujours est-il que par rapport à l'actualité en ce qui concerne la saisie de l'ONU par M. Sébastien Germain Adjamon, la démarche, on ne peut pas lui reprocher d'avoir engagé une telle démarche parce que c'est un citoyen libre qui peut, lorsqu'il sent que ses droits sont brimés d'une certaine manière, demander à être rétabli dans ses droits. Mais dans le même temps, je pense que c'est deux choses différentes. Je ne vois pas de quelle manière l'ONU peut parvenir à faire prendre une décision, à faire plier l'État béninois. De quelque manière que ce soit, je ne pense pas que cela soit possible. Merci, Josué. François Mekono, Alphonse Moïse Souleya, de cela quelques semaines, nous avons fait le débat par ici concernant la situation de l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjamon, qui a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le gouvernement béninois n'a pas daigné se plier aux injonctions. Adjamon, qui, par l'entremise de son conseil, a écrit récemment une lettre ouverte aux autorités béninoises, aux chefs de l'État notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, cette ultime procédure n'est pas à comprendre quand on sait que Adjamon se sent toujours lésé par rapport à la reconnaissance de ses droits? Il vous souvient que sur ce plateau, j'ai dit par rapport à la lettre de Maître Pays que ce n'est pas la meilleure solution pour régler les problèmes. Si vous avez utilisé les juridictions internationales n'ont pu avoir gain de cause, je dis forcément qu'au Bénin, il y a des gens qui peuvent jouer aux intermédiaires entre ces deux hommes-là pour régler. Parce que. Donc pour vous, c'est un coup d'épée dans l'eau, comme a semblé soutenir le co-débatteur. Les institutions internationales, on veut avoir quel résultat? Il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. C'est vrai que la condamnation à 20 ans, reste encore en vigueur. Le présumé coupable n'a pas été écouté, mais je dis, on peut régler le problème autrement. On n'a pas besoin de faire un griffe comme les Blancs. Et j'avais dit sur ce plateau qu'il ne revient pas à un Français de nous dire, nous, Africains, comment nous allons régler nos problèmes. Et j'estime que le président Adjamon a la possibilité de trouver des personnes qui sont amis à lui et au président Talon et que... Mais peut-être que toutes ces pistes-là ont été explorées déjà. Peut-être que vous n'en savez les démarches ont été épuisées. L'avocat, pour justifier ce qu'il perçoit, si on avait déjà exploré ces pistes-là, il aurait déjà dit. Mais j'avais appris qu'il y avait un compatriote, paix à son âme, qui avait déjà entamé les négociations entre les deux hommes pour que le problème soit réglé autrement. Et je dis, l'avocat, lui, écoute, il ne pense qu'à ses honoraires. Disons les choses clairement, il ne pense qu'à ses honoraires. Il va dire, oui, j'ai gagné un procès contre l'État béninois. Ça ne marche pas à tous les coups. Quand vous avez en face de vous un régime ou bien une personnalité. Mais désormais, il faut étudier le mode opératoire, celui que vous avez en face de vous. Vous avez épuisé tous ces recours-là, ça n'a pas marché. Désormais, il faut dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai dit, il faut régler cette situation-là à l'africaine. Il faut régler ça à l'africaine. Il faut éviter de mêler beaucoup de personnes. C'est la même chose que je disais, le président Soglo. Si tant est qu'il veut voir son fils revenir au pays, il y a des démarches qu'il faut mener. Ce n'est pas en écrivant à tout le monde qu'on fasse injonction à un État. Si l'État veut respecter, l'État respecte. Si l'État ne veut pas, même maintenant, c'est un problème béninois. Qu'on trouve des gens. Je dis, entre ces deux hommes-là, il y a des gens qui sont leurs copains, il y a des gens qui sont les amis. Donc, explorons cette piste-là. En Afrique, quand vous avez des problèmes à régler, c'est pas sur la place publique qu'on les règle. On se parle. Le chef de l'État, Patrice Talon, il va souvent en France. En France, Moïse Souleya, ça fait bientôt 5 ans que ça dure. Est-ce que toutes ces pistes n'ont pas été explorées aujourd'hui? Est-ce que vous croyez encore qu'un Béninois... Dans la perspective, on dit que c'est dans la perspective de la présidentielle du 11 mars. L'ouverture des dossiers, c'est pour le 1er et ça prend le 4 avril. Donc, théoriquement, ce n'est plus possible. Mais je dis, qui est-ce qui vous dit qu'après l'élection de 11 avril 2021, le chef de l'État ne va pas prendre d'autres dispositions pour ramener nos compatriotes qui sont à l'extérieur pour leur demander de rentrer? Cette possibilité n'est pas exclue. C'est comme le schéma ivoirien. Là. C'est dire que, bon, il faut régler ça avant le 11 avril pour que le président Sébastien Adjamon soit candidat. C'est de l'utopie. Le timing, c'est restreint. Donc, peut-être après l'élection,
après le second mandat du chef de l'État, il va demander à ce que nos compatriotes, que ce soit Djanotin, que ce soit Komi Kouché, tous ceux qui ont des compétences et qui sont à l'extérieur, qu'ils reviennent au pays pour qu'ensemble, on construise le pays. C'est Donc tout. pour vous, la question n'est pas à l'ordre du jour. La question d'un éventuel retour au pays de Sébastien Adjavon n'est pas à l'ordre du jour. Mais Josué me promet, est-ce que quelque part, ce n'est pas l'image du Bénin à l'extérieur qui a écorché? Oui, c'est clair que l'image du Bénin prend un coup dans ces affaires parce que aujourd'hui, on présente un peu notre pays comme un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où l'image du Bénin prend forcément un coup. Et c'est là que je suis tenté de rejoindre un peu la proposition que faisait M. Soudé tout à l'heure, à savoir qu'on peut chercher une autre manière de régler. Parce que cette procédure-là, ou cette manière de saisir à tout bout de champ des instances internationales n'est pas forcément, de mon point de vue, la meilleure manière. Surtout que vous-même, en tant que citoyen... Si vous êtes face à des autorités qui durcissent des positions, talons dans ces prises de position, on a toujours dit qu'il faut que ces exilés-là viennent répondre de leurs affaires devant la justice. Il n'y a aucune volonté de clémence ou de pardon. Déjà, quand vous parlez d'exilés, il faut apporter la nuance. Il faut apporter la nuance parce que parmi les compatriotes ou les Béninois qui aujourd'hui sont à l'extérieur, je ne sais pas s'ils sont contraires à l'exil, mais je sais qu'il y a des Béninois qui sont à l'extérieur, qui se disent exilés, des gens à qui, de mon point de vue, on n'a rien reproché, des gens qui n'ont aucune affaire, que je sache, qui sont à l'extérieur, qui tous les jours trouvent la possibilité de jeter l'opprobre sur l'image de leur propre pays, mais qui estiment qu'ils sont des exilés politiques. Je ne sais pas en quoi ils sont des exilés. Par contre, il y en a à qui on reproche des choses et qui ont décidé de prendre la clé des champs. Ça, c'est une autre catégorie encore de Béninois. À la justice. Ce que je dis, c'est que, est-ce que vous pensez qu'un citoyen, du monde quel qu'il soit, qui n'ait pas pris la peine de se faire entendre sur les choses qui lui sont reprochées dans son propre pays, qui saisit des instances internationales pour prendre des décisions à l'encontre de son pays. Vous pensez réellement que c'est une procédure qui peut aboutir, ce n'est pas évident. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Bénin a demandé à se retirer du protocole qui le lie à la Cour africaine des droits de l'homme, et le Bénin n'est pas le premier pays. Il y a d'autres pays qui ont devancé le Bénin parce que, justement, ne se retrouvant plus vraiment à travers les décisions de cette Cour-là, qui prend à des moments donnés des positions totalement ambiguës, totalement inexplicables, totalement incomprises. Et donc, pour en revenir à la question de M. Sébastien Germain à Adjavon, je pense que rien n'est encore perdu. On a vu dans un passé récent tout ce qui a pu opposer l'ancien président Boni Yayi et l'actuel président de la République. Mais à un moment donné, on a vu les deux personnes se parler, se serrer la main en présence d'autres émissaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas de porte qui soit définitivement fermée. Mais lorsque vous vous retranchez dans une certaine posture, dans une certaine position, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la meilleure des choses pour M. Sébastien Germain Adjavon soit de se présenter systématiquement candidat à la prochaine élection présidentielle. Déjà, je me dis que ce n'est plus possible parce que le processus s'est engagé, tout est parti, il reste plus grand-chose. Donc, je ne vois pas par quelle alchimie aujourd'hui, quelle que soit la décision que prendra l'ONU. Parce qu'une chose est sûre, l'ONU ne descendra pas au Bénin pour agir, l'ONU ne fera rien d'autre que peut-être de faire des recommandations ou dans une moindre mesure des injonctions, encore que l'ONU n'est pas en possibilité de faire des injonctions à un État. Ça ne fait pas partie des attributions ni des cahiers de charges de l'organisation onusienne, à ce que je sache. Et donc, c'est une démarche qui, de mon point de vue, vise peut-être à se mettre peut-être juste sous les feux de la rampe pour que les médias ou la communauté puissent d'une certaine manière parler peut-être un peu plus du candidat. En dehors de ça, je ne vois pas quelle peut être la finalité ou la perspective d'une action judiciaire comme celle-là. Et je finirai en vous disant, effectivement, lorsque vous commettez un avocat, l'avocat fera en sorte peut-être que l'ONU puisse rendre une décision, certainement en votre faveur s'il y parvient. De cette manière-là, l'avocat justifie son travail, justifie ses honoraires, c'est à son actif de pouvoir vous prouver que effectivement telle procédure, et je trouve que les conseils qui entourent, qui défendent la cause de M. Sébastien Germain Adjavon n'empruntent pas toujours les pistes les plus indiquées pour le tirer d'affaire. Vous l'avez dit. Vous savez, moi je dis, le président Patrice Talon, à un moment donné de son histoire, s'est retrouvé dans ce même schéma.
Nous avons vu les méthodes utilisées. C'est que par autre temps, mais cela ne veut pas dire le que contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. C'est vrai que le contexte n'est pas le même, mais je dis, ça peut se régler autrement. Moi, vous savez, quand dans ces affaires-là, vous intentez un procès, on sait ça prend le temps que ça prend. Mais ce qui est sûr, le Bénin a besoin d'un homme comme Sébastien Germain Adjavon. Ça, c'est clair. Personne, qu'on soit contre Talon ou pro-Talon, on ne peut jamais dire. La preuve, on sait. Nous faisons partie des dégâts collatéraux du départ d'Adjavon. Il y a beaucoup d'autres familles qui sont à la maison. Il y a des entreprises qui sont fermées. C'est un opérateur économique qui a montré ses preuves. Aujourd'hui, le Bénin a besoin d'évoluer. Et pour évoluer, il faut faire appel à tous ceux qui peuvent mettre leur savoir, leur connaissance au niveau de l'État. Mais j'ai dit, il y a des personnes, moi j'ai la certitude, il y a des personnes, vous et moi, on va espérer. Ce qui est sûr, si un problème nous oppose, vous et moi, nous avons forcément des amis en commun qui peuvent intervenir pour dire, les gars, ça a assez trop duré, bas la terre, et travaillons pour le pays. On va espérer qu'Adjavon les siens embrayent cette brèche-là, mais nous n'en sommes pas encore là. Et l'image du Bénin, désormais, le Bénin, la crédibilité de l'État est devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et si elle prendrait peut-être une décision, quelles pourraient être les implications pour notre pays? Non, vous savez, avec les institutions internationales... Si, d'aventure, l'adhésion était défavorable, n'était pas favorable. Pression sur les pays, on prend des sanctions. Et quand ça arrive comme ça, moi j'ai toujours dit une chose, quand ça arrive comme ça, ce n'est pas les gouvernants qui en souffrent. Il y a des gens qui ne font pas de la politique, qui voyagent pour leurs affaires. Si des sanctions tombent sur le pays, c'est que forcément, les premières victimes, ce sont ces gens-là. Et je dis, moi, je profite pour dire quelque chose aux Béninois. Quel que soit le contentieux qui vous oppose à qui que ce soit, ce n'est pas la peine de détruire. Ça s'est toujours passé. Depuis qu'on parle de renouveau démocratique, les gens, quand ils ont des difficultés, ils vont à l'extérieur, on passe tout son temps à chercher sur son pays. Oubliant qu'un jour, on va rentrer au pays. On va rentrer au pays. Les autres savent comment ils gèrent leurs problèmes. Moi, je voudrais demander à nos compatriotes. C'est vrai qu'on peut avoir maille partie avec l'État. On peut avoir des difficultés avec la justice. On peut ne pas le plus se sentir en sécurité et prendre la peau d'escampette. Mais il faut toujours dire que nous avons une seule nationalité. Si vous restez à l'extérieur, par exemple, et que vous détruisez votre pays, et qu'un jour vous revenez au pays, vous occupez des responsabilités, quel langage allez-vous tenir? C'est ce que je voudrais demander à nos compatriotes. La vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand vous avez des hauts, il faut les gérer. Quand les bas aussi arrivent, il faut les gérer dans la perspective que les problèmes vont se régler. Moi, j'ai la certitude que tout cela, à partir de 2021, les uns après les autres, ils vont retourner au pays. On espère, Alphonse Moïse Souré, que les autorités sont à l'écoute. Mesdames et messieurs, nous allons aborder le deuxième sujet, le deuxième segment d'analyse de notre émission, deuxième sujet donc de ce numéro de Carré Politique. Quelle chance pour le duo FCBE, les FCBE qui sont parvenus à désigner leur candidat pour la présidentielle prochaine. C'est le duo Djemba qui va affronter probablement les autres candidats à cette élection-là. Quelle est votre notion sur cette actualité? Josué Menkouanou, 4 pour Josué Menkouanou et 2 pour Alphonse Moïse Souré. Déjà, je vais vous demander, Alphonse Moïse Souré, comment appréciez-vous ce casting? Mauvais casting. Mauvais casting. Disons les choses clairement. Vous savez... Vous ne vous attendiez pas à ce que... Non, vous savez, depuis décembre, j'avais déjà eu l'information parce que quelqu'un a voulu que Djemba soit candidat. Quelqu'un a imposé Djemba comme candidat. Quelqu'un a imposé Vunke comme vice-président. Et au niveau que vous écoutez aujourd'hui... Là, vous semblez être dans le secret de Dieu. Si vous écoutez aujourd'hui les membres, les responsables de la FCBE, c'est qu'ils ne se sont pas entendus. La preuve, Yaro a déjà parlé, certains d'autres parlent pour dire que ce n'est pas le choix. Mais je dis... Un choix n'est jamais unanime. Si nous prenons, si vous mettez ce duo-là devant Patrice Talon, c'est un chaos assuré. C'est un chaos assuré. Ça, c'est... Donc le boulevard est tout tracé. Oui, cela. Écoutez, depuis que Boni Yaye est parti du pouvoir, vous avez jamais entendu parler de Djemba quelque part? Vous avez jamais entendu parler de Djemba quelque part? On est allé le sortir juste pour une élection. J'ai dit, si on a ce duo-là en face de Patrice Talon, c'est un chaos assuré. Le chef de l'État a un avantage qu'eux, ils n'ont pas eu. Le chef de l'État a fini de parcourir les 117 communes. Il n'était pas en campagne, c'était une tournée de reddition de compte. Alphonse Moïse Souré a parcourir les 117 communes. Aucun candidat à l'élection présidentielle du 11 avril n'aura plus cette possibilité-là, encore qu'au niveau de votre parti. Parce que pour que votre parti vous porte... Et ils ont des canaux pour faire passer leur message aussi, non? Pour que votre parti vous porte, il faut qu'au niveau du parti, on parle de cette cohésion. Et j'ai dit quelque part,
Patrice Talon va gagner. Et vous savez qui sont ceux qui feront la campagne pour Patrice Talon? Ce ne sont pas les partis politiques. Ce sont les intellectuels, les cadres qu'on a nommés à des postes de responsabilité, qui ont montré leurs preuves, qui ont travaillé avec le chef de l'État, en qui le chef de l'État a eu confiance. C'est ceux-là qui vont descendre sur le terrain pour faire la campagne pour le chef de l'État, parce qu'au niveau des partis politiques, vous avez vu, le chef de l'État a été très gentil en demandant au BR, à l'UP de s'associer pour lui proposer un candidat incapable. Après 3 tours, ils n'ont pas pu dégager. C'est quoi ils vont s'entendre? C'est quoi ils vont s'entendre pour faire la campagne pour le chef de l'État? Je sais que le chef de l'État, il compte sur les cadres. Parce que vous savez, le cadre, il a exercé et il connaît les difficultés. Les hommes politiques, parmi ceux qui partent dans les partis là, combien sous Patrice Talon ont exercé? Combien se sont vus confrontés aux difficultés du développement socio-économique du Bénin? Et ils font de la théorie, mais je dis, le président Patrice Talon a déjà un boulevard. Même si les hommes politiques ne veulent pas faire la campagne, les cadres vont faire la campagne pour le chef de l'État. Ceux qui ont travaillé, ceux qui ont bénéficié des choses, vont faire la campagne. Mais le duo là, c'est rien. Alphonse Moïse Souré, merci. José Mekwenou, le duo Djemba pourra-t-il faire mal au présidentiel prochain? Je pense qu'on ne mettra pas la charrue devant les bœufs. On attendra le soir du scrutin de voir ce qui sortira. Moi, je ne voudrais pas vendre la peau de loup avant. On a prédit les résultats très tôt, comme l'a fait le Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, je pense qu'il faut observer un peu les profils au niveau des forces Corée-Point Bénin émergents aujourd'hui. Le secrétaire exécutif du parti, M. Paul Onkwe, il a quel passé ou quel parcours politique? Il n'en a quasiment pas. C'est un individu sorti de nulle part. C'était l'homme à tout faire de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui s'est vu positionner contre beaucoup d'autres qui avaient des meilleurs profils pour être maire de Bopa. On l'a mis maire de Bopa. Et après, quand il a eu des problèmes ou quand il a s'agi de régler des comptes politiques avec son mentor politique, c'est encore lui qu'on a utilisé pour le faire entrer au gouvernement. Donc, en termes de parcours politique, il n'en a pas. Ce n'est pas un modèle, quoi. Non, au-delà même du... Non. Je ne veux même pas, je veux pas associer un mot aussi fin, aussi important à cette personne-là. Je ne parle même pas de modèle, mais je dis, en termes de parcours politique, il n'en a pas. Et en termes de parcours militant, je ne pense pas qu'il en ait véritablement. Il s'est retrouvé brutalement ou accidentellement à la tête de ce qui reste aujourd'hui des forces Corée pour un Bénin émergent, et donc on prend comme tel. Alors, lorsque vous avez une personne de cette... réussi son coup, là. Non, pas du tout. Lorsque vous avez une personne comme celle-là, et qu'à côté de ça, vous avez d'autres qu'on ne connaît pas vraiment. Je ne voudrais pas citer de nom, mais lorsque vous prenez aujourd'hui ceux qui se réclament comme des têtes de pont des forces Corée pour un Bénin émergent, c'est des inconnus au bataillon. C'est des gens qui n'existaient ni d'Adam ni d'Ève, que le système Yahi a fabriqué à un moment donné, soit en les positionnant pour se retrouver au niveau du palais des gouverneurs, d'autres qui n'en avaient pas vraiment l'étoffe se sont retrouvés à divers postes dans le gouvernement avec le président Bouni Yahi. Donc, lorsque vous avez un parti qui est un conglomérat de ce genre de profil, ceux qui sont chargés de désigner ne peuvent que... Après tout, il faut juger sur les CV. Lorsque vous prenez aujourd'hui les CV au niveau des forces Corée-Point Bénin émergent, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un, en tout cas en termes de parcours politique, qui est le CV de M. Djemba. C'est le seul de ceux qui restent aujourd'hui des forces Corée-Point Bénin émergent qui a été ministre d'État. Il a été ministre d'État pendant un bon moment sous le président Bouni Yahi. Il est resté au gouvernement pendant des... Yarou, il y a d'autres... Yarou a été ministre d'État? Bon, pas ministre d'État, mais il a fait une... Donc, s'il faut rester dans la hiérarchie des choses, vous constatez que c'est d'abord M. Djemba qui est en pole position. C'est un ancien député. Aujourd'hui, je ne sais pas combien d'anciens députés comptent encore les forces Corée pour vous attendez à Donc, pour moi, non, c'est un choix qui est sans surprise parce que c'est un choix du parti. Et lorsque les militants du Force Corée... Vous savez qu'il y a une frange importante de personnalités, de membres du bureau politique qui ne sont pas d'accord avec ce choix. Évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, un choix ne peut jamais être unanime. Si le choix est unanime, c'est que ça pose un problème. Il faut forcément qu'il y ait des gens qui aillent contre ce choix parce qu'il y a des ambitions qui sont en jeu. C'est une question de... On désigne le candidat à la candidature de l'élection présidentielle au niveau du parti. Donc, c'est un enjeu qui n'est pas des moindres. Ils ont trouvé que les tests ont été violés. C'est-à-dire que je ne suis pas militant des forces Corée-Point Bénin émergent. Je ne sais pas ce que disent les tests, mais moi, je statue en tant qu'analyste politique, j'observe les profils. Et je constate qu'aujourd'hui, en termes de parcours politique, je n'en vois pas beaucoup parmi ceux qui parlent au nom des forces Corée-Point Bénin émergent, qui est le parcours ou l'étoffe de l'ancien ministre d'État Alassane Soumanou Djemba. Et donc, pour moi, ce choix, c'est un choix le choix qui me pose problème, par contre, c'est le choix du vice-président. Parce que d'abord, lorsque vous avez de la finesse et que vous êtes déjà responsable à un certain niveau, il n'est pas dit que c'est forcément vous
qui devait aller en compétition. Pourquoi est-ce que le secrétaire exécutif des forces Kori pour un Bénin émergent ne peut pas laisser sa place à quelqu'un d'autre pour faire l'exercice de la vice-présidence, par exemple? Il est déjà secrétaire exécutif du parti. À ce titre, il bénéficie déjà d'une série d'avantages. Il n'a pas d'électorat, il n'a pas de fief politique. Peut-être que les gens l'ont posé, comme a semblé le dire Alphonse Moïse Soulé tout à l'heure. Non, je pense que ça va être une erreur d'imposer cela. Et la conséquence logique, c'est qu'on n'aura malheureusement pas, avec ce parti-là, qu'on prenait peut-être pour un parti qui pouvait peser lourd dans la balance avec la désignation telle qu'elle a été faite pour la présidence ou pour la vice-présidence, en tout cas pour le ticket présidentiel au niveau de ce parti-là. Je pense qu'il y a... pas un miracle. Non, il n'y a pas de miracle à espérer. J'ai dit tout à l'heure, et ça c'est vrai, on va à une élection, on ne peut pas prédire à l'avance ce que feront les électeurs, on attendra ce qui sortira des urnes pour apprécier, mais à l'analyse, on se rend compte que c'est un choix par défaut. C'est peut-être un choix par défaut, mais franchement, c'est tout sauf ce qu'il faut pour aller à une élection comme la prochaine élection présidentielle. Voilà, Alphonse Moïse Soulé, il y a également l'autre formation politique qui continue de susciter des inquiétudes, si je dis beaucoup d'appréhension par rapport à sa position vis-à-vis des élections, c'est les démocrates. Aujourd'hui, à quelques jours de l'ouverture officielle du dépôt des candidatures, il y a 2 duos formels qui sont déjà connus. Les autres candidats sont où? Vous savez, la réforme du système partisan est en train de montrer ses limites. On a dit que c'est pour éviter les candidats. Je viens d'en trouver. C'est vous qui l'appréciez ainsi. Écoutez, arrêtez. Si je suis l'analyse de mon confrère. Vous savez, en matière de candidats, vous avez qui en face de vous? Il y a une phrase que je répète. Nous ne sommes pas encore allés aux élections. Il y a une phrase que je répète, mais les Béninois n'aiment pas. Je vais toujours répéter ça. Il faut avoir été Nicéphore Dieudonné Soglou, être au pouvoir, organiser l'élection présidentielle et la perdre. Non, mais Alphonse attention. Je pèse mes mots. Après Nicéphore Soglou, il y a Eboni et Kédougou. En 2001, on a dit qu'il a joué avec une équipe de 4e division. Quand Soglou a refusé, quand on a refusé, qui a accepté ça? C'est comme si vous ne croyez pas des élections transparentes. Après, Bodi Yaye est arrivé. Il a fait un chaos retentissant en 2011. Oui. Les gens, ça donnait quoi? Je dis, le système partisan, le chef de l'État a cet avantage que, avec la réforme du système partisan, il nous a montré la carence et la limite des hommes politiques. La carence et la limite des hommes politiques. Sinon, on ne peut pas me dire que ce duo-là va affronter et le président Patrice Talon, quelqu'un qui a un bilan à présenter contre des gens qui ont un projet de société à présenter. Lui, là, a son avantage, un bilan. Et là, ceux-là, vous avez sorti le mot, c'est des candidats par défaut. Je ne vois pas le peuple béninois. Si on n'arrive pas à désigner d'autres candidats, parce qu'au niveau des démocrates, vous avez suivi ce qui s'est passé. Irénée Agossa serait allé négocier les parrainages sans avoir reçu l'aval. Et le parti prend un communiqué pour dire je n'ai mandaté personne pour aller. Déjà, il y a des divergences à ce niveau-là. Donc, je dis, là où nous sommes aujourd'hui, nous finirons par organiser une élection à l'Ivoirienne. Et j'ai dit, je me plais d'appeler Djemba le KKB béninois. KKB béninois. Parce que vous le voyez peut-être ministre après les élections, ministre de la Réconciliation nationale. Mais aujourd'hui, en temps normal, à quelques jours du dépôt des candidatures, pour ceux qui sont de ma génération, qui ont vu évoluer la politique, c'est déjà la fièvre. On sent déjà les candidats. On les voit arpenter monts et merveilles pour dire, moi, je suis le candidat. Mais alors, je vous parle, à part ce duo-là, il n'y a plus de duo. Et finalement, on va se retrouver peut-être avec ces 2 duos-là pour faire l'élection présidentielle. Et ça va nous donner un chaos retentissant. J'ai dit quelque part que... C'est l'une des objectifs de la réforme du système partisan. Josué, nous 2 duos pour la présidentielle, c'est possible selon vous? Non, je continue de croire qu'on aura d'autres candidatures. Mais malheureusement... Nous sommes à quelques jours de la oui, on a encore tout le week-end devant nous pour voir ce que feront les autres candidats ou les autres partis qui ont la possibilité de présenter des candidats. Mais vous observez quand même que ce que nous prenions comme des alternatives face à la candidature de Patrice Talon sont aujourd'hui en train de se tirer entre les pattes. Et dans ces conditions-là, vous espérez quoi? Comme le disait M. Soulé tout à l'heure, vous êtes candidat face à un président
qui remet sa candidature en jeu. C'est déjà une première difficulté. Qui a un bilan qu'il défend, qui a des actions, qui sort d'une tournée nationale de reddition dans les 77 communes avec toute la fièvre qui a accompagné cette tournée-là. Et vous avez face à lui un presque inconnu sur l'échiquier politique comme M. Djemba et derrière lui un totalement inconnu comme Paul Rumpé. Dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas attendre à grand-chose. Moi, je continue de croire. On a eu d'autres intentions. On a vu M. Frédéric Joël à Ivor mouiller le maillot, aller dans plusieurs localités, porter une autre voix, si on peut le dire ainsi, aux Béninois. Je continue de croire qu'à partir de lundi prochain, avec le dépôt des candidatures, on aura certainement des candidats qui ont réussi à décrocher les parrainages, qui sont en attente et dont nous n'avons pas encore, nous n'avons pas encore connaissance, qui vont se révéler. Quelque chose à ajouter? Vous savez, les grands partis, l'Union progressiste a choisi. Bon, non, je ne considère pas le choix parce qu'ils ont parlé après Patrice Talon. Ça n'avait plus de valeur. Patrice Talon avait déjà déclaré les candidats avant que l'Union progressiste ne se prononce. Donc, ça, je ne peux pas ça en compte. Le bloc républicain a choisi Patrice Talon. Le PRD a confirmé Patrice Talon. Le Mouel Bénin a été le tout premier à dire Patrice Talon. L'UDBN également. L'UDBN, Patrice Talon. Tous les partis disent Patrice Talon. L'UP dit, moi je donnerai les parrains à un candidat porté par un parti politique. Ça veut dire quoi? Pour l'UP, il n'y a pas de candidature indépendante. Il n'y a pas de candidature indépendante. Le professeur Joël Aïwa, qui a parcouru une cinquantaine de communes, a dit, je n'irai pas quémander les parrainages. Et qu'est-ce qui va se passer? Au-delà de ce duo-là, nous aurons après rien que des plaisantins. Des plaisantins qui vont sortir de nulle part. Peut-être que j'entends, il y a des noms qui circulent déjà dans la presse. Ils vont sortir de nulle part et ils vont trouver facilement les parrains parce qu'on veut que l'élection soit une fête. C'est ce qui va se passer. Et quand ça se passe comme ça, tout analyste politique voit aujourd'hui que le chaos est clair et net. Merci. Il est prêt. Merci, Alphonse Moïse Soudé. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Vous étiez face à Josué Mourenou, qui est également journaliste, analyste politique, qui officie de l'autre côté du quotidien Les Pharaons et La Nation, le quotidien de service public La Nation. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation et bon retour chez vous. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit et dans les 10 dernières minutes, je vais recevoir successivement 2 invités. Il s'agit dans un premier temps de M. Ralmeg Gandaro. Il est acteur de la société civile, président de l'ONG Que Choisir Bénin. Changement social Bénin. Changement social Bénin, très bien, Changement social Bénin. Maïsent Didier Diego sera le deuxième invité pour le second plateau. Il est acteur politique, membre de la Dynamique Continue, une association qui soutient les actions du chef de l'État. À tout à l'heure donc.